Monsieur Mendeo Malanga, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonne fête, cher ami. 63 ans après, comment vous devez peindre le tableau de la politique congolaise à l'ère actuelle? Je dois dire que nous venons de très loin à jeter un coup d'œil rétrospectif sur tout ce qui s'est passé depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et en dépit de tout ce qui se profile à l'est de la République démocratique du Congo, le fait même que nous soyons à l'aube du 3e ou du 4e cycle électoral à date qui est prévu pour fin décembre 2023 me donne à croire que nous n'avons pas de raison de désespérer. J'ai l'impression que il y a plus de peur que de mal. Le père de l'indépendance nous ont légué quoi qui est pérennisé aujourd'hui? Ce qu'ils nous ont légué d'abord, c'est l'idéal de l'émancipation, le fait que ce pays appartient à son peuple, et en peu de mots, je le définis par un seul mot, le souverainisme. Le fait que nous prenons des décisions qui concerne le devenir et l'avenir de notre pays ici, dans ce pays, même si nous subissons naturellement les pressions exogènes de part et d'autre, mais que les décisions, in fine, sont prises par les fils et les filles de la République démocratique du Congo, même si cela donne lieu à divers brouhahas ci et là. Vous êtes lumumbiste de fait et d'action. Aujourd'hui, quand vous voyez le Congo démocratique, après tout ce que nous avons connu 63 ans après, pensez-vous que le père de l'indépendance, aujourd'hui, là où il se trouve dans l'au-delà, peuvent s'en réjouir? Je ne sais pas s'ils peuvent s'en réjouir ou s'ils peuvent déplorer ce qui se passe. Ce que je sais, c'est que le cœur de la décision se trouve bien en République démocratique du Congo. J'ai dit que nous ne pouvons pas vivre en autarcie, aucun peuple ne le pourrait d'ailleurs, mais que finalement, lorsque toutes ces pressions convergent vers les preneurs de décision, le fait que la décision finale appartienne à ceux qui ont reçu mandat du peuple congolais, pour le cas d'espèce en 2018, de se prononcer pour le peuple congolais sont les seuls à prendre la décision finale, suffirait pour le bonheur de ces pères de l'indépendance. Encore que nous ne pouvons pas dire que nous soyons dans un paradis, mais nous ne sommes pas dans un enfer non plus. Il y a des pays qui sont plus mal lotis que nous aujourd'hui en matière de souverainisme. Est-ce qu'on a une leçon à avoir de l'étranger sur la marche de la politique, de la démocratie? Je prends l'exemple de la France, de la Belgique, qui est aujourd'hui notre colonisateur. Est-ce qu'on a une leçon? Je suis un souverainiste. Étant lumumbiste, je suis un souverainiste. Et le souverainisme consiste justement à refuser toute perspective de leçons à recevoir de qui que ce soit de l'extérieur. Des conseils, nous pouvons en recevoir, des avis, nous en recevons, et des tonnes. Dieu sait que chaque jour, il pleut des avis sur ce qui doit être fait, sur ce qui se fait en République démocratique du Congo, mais ce qui me fait plaisir, c'est que, en fin de compte, la décision appartient à ceux qui ont reçu mandat du peuple congolais de se prononcer en son nom. Monsieur Lambert Mende, merci Boucha pour la parole. S'il faut parler de l'indépendance, restons d'abord là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, eu égard de tout ce qui se passe sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan électoral d'ailleurs, parce que nous sommes en pleine année électorale, aujourd'hui nous pouvons vraiment
être fiers de dire que nous sommes un pays indépendant? Cette indépendance existe-t-il seulement de nom, ou c'est vraiment une vie? Un peuple est fier d'être indépendant 63 ans après. Lorsque vous abordez le volet sécuritaire, je voudrais attirer votre attention sur un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours, sur lequel vous n'avez pas peut-être encore eu le temps de suffisamment épiloguer. Notre principal agresseur, c'est-à-dire le principal sujet de préoccupation sur notre sécurité aujourd'hui, est à l'est de notre pays, dans un petit pays qui s'appelle le Rwanda, le régime du président Paul Kagame, qui, jouant sur des complicités en Europe occidentale, essaye depuis bientôt 3 décennies de nous créer tous les problèmes que nous connaissons à l'Est en termes de désolation, en termes de mort, etc. Et il vient d'essuyer une défaite retentissante en Grande-Bretagne, où la Cour d'appel, qui avait pris une décision qui le confortait avec cet accord sur les réfugiés, vous vous souvenez, entre le gouvernement britannique et le gouvernement rwandais, la même Cour d'appel vient de revoir sa décision sur pression de la diplomatie congolaise et d'invalider cette décision en déclarant illégal cet accord entre Kagame et le gouvernement britannique sur la déportation de tous les candidats à l'asile au Royaume-Uni vers le Rwanda qu'il voulait utiliser pour insécuriser davantage la République démocratique du Congo. C'était quoi les dessous de cartes? Mais naturellement qu'il souhaitait, avec les fonds qu'il aurait reçus de la Grande-Bretagne comme rémunération à l'exécution de cet accord, et avec la présence de réfugiés djihadistes qu'il aurait reçus, consolider des mouvements comme les ADF, des mouvements comme le M23, pour déstabiliser davantage la République démocratique du Congo au profit des revendications territoriales qu'il a développées lorsqu'il a visité le Bénin il n'y a pas quelque temps. Et donc il faut que les Congolais saluent avec beaucoup de satisfaction ce revirement de la justice britannique qui vient de faire essuyer un échec retentissant à Paul Kagame et à son gouvernement. Monsieur Lambert Mende, je reviens à ma question. Ça, c'est pour l'aspect sécuritaire. Exactement. Pourquoi il fallait solliciter ou déclarer l'indépendance auprès du colonisateur? Et après, 63 ans après, je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, cette indépendance, elle est effective? C'est ça la question. J'ai parlé sur le plan sécuritaire, social. Parce qu'il y a bon nombre de Congolais, lorsque même aujourd'hui, vous le souhaitez, bonne fête d'indépendance, il y a des Congolais qui pensent que le pays n'est pas indépendant et que cette indépendance n'avait pas la raison d'être en ce jour parce que rien n'a marché sur tout le plan. Ils parlent social, politique, d'une manière générale. Voilà pourquoi je revenais par rapport à la situation. Je n'ai pris que le côté électoral parce qu'avec la mainmise extérieure aujourd'hui, j'ai pris aussi cette fameuse guerre qui nous met mal à l'aise. Ça fera plus de décennies, 2-3 décennies comme ça. Et puis même sur le plan économique. Mais restons sur le plan politique pour ne pas aller peut-être dans l'amalgame. Je vous pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, un Congolais est-il fier de dire que nous sommes un pays indépendant? Ou cette indépendance n'existe que de nom? L'indépendance n'existe pas que de nom. L'indépendance est réelle. Nous subissons des pressions, naturellement, puisque nous vivons au milieu d'autres États qui sont eux aussi indépendants, qui ont eux aussi leurs intérêts nationaux, qu'ils défendent tantôt de manière civilisée, tantôt de manière peu civilisé comme le fait le Rwanda vis-à-vis de nous, et nous résistons, nous avons la possibilité de résister. Pourquoi nous pouvons résister? C'est parce que nous nous concevons comme indépendants et que nous dirigeons les affaires de notre pays arc-boutés sur cette conception que nous sommes indépendants et que nous pouvons bien sûr tenir compte des intérêts des autres, mais que les autres doivent également tenir compte de nos intérêts lorsqu'ils veulent nous faire agir. Donc l'indépendance est réelle, parce que ce sont nos dirigeants qui prennent des décisions en ce qui nous concerne, même si ces décisions n'aboutissent pas toujours à des solutions miraculeuses. Après tout, nous ne sommes pas au paradis.
Et sur le plan électoral, s'il faut rester directement. En ce qui concerne les élections, nous nous sommes donné une constitution. Depuis 2006. Oui, qui prévoit que tous les 5 ans, nous devons repartir devant le corps électoral. Et chaque fois, nous constatons qu'à l'approche de ces échéances, il se lève toujours parmi nous des personnes manipulées à partir de l'extérieur qui essayent soit de prolonger ces délais, soit d'y intégrer des éléments qui ne font pas partie de notre arsenal, de notre ratio légis, pour nous faire agir en fonction des intérêts extérieurs. Et je salue la résilience du président Félix-Antoine Tshisekedi qui essaye de faire le dos rond face à toutes ces pressions et qui maintient le cap. Je voudrais vraiment l'encourager à maintenir ce cap. On a dit qu'on doit avoir des élections tous les 5 ans. Il faut que ces élections aient lieu tous les 5 ans. Nous ne disons pas que ce sont les meilleures élections que nous aurons. Nous ne disons pas que nous serons à l'abri de la critique. Nous ne disons pas que tout ce que la centrale électorale fera trouvera une approbation unanime auprès de l'ensemble de la population. Mais dès lors que la majorité, puisque qui dit démocratie dit majorité, et qui dit majorité sous-entend minorité, c'est-à-dire une opposition, ben, il faut, tout en prenant en compte les critiques qui viennent de l'opposition, exécuter ce que la majorité a décidé. L'hygiène chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Et la majorité veut que nous allions aux élections à la fin du mois de décembre. Et je salue la détermination du gouvernement et de la CENI à respecter cette volonté de la majorité. Je prends M. Israël Mutombo au mot. Nous ne voulons pas aller aux élections où l'Occident viendra nous qualifier la compromis à l'africaine. Vous avez suivi les propos d'Emmanuel Macron des passages en République démocratique du Congo. Il a dit de plutôt les propos de Jean-Yves Le Drian. Nous retombons dans des ce sont les propos de Jean-Yves Le Drian qu'Emmanuel Macron a voulu soutenir. C'est une insulte. C'est une insulte. Vous savez, ils nous ont insultés. Et je félicite Félix Tshisekedi d'avoir relevé le caractère inacceptable de cette insulte devant Emmanuel Macron, de ne pas s'être laissé aller à des ronronnements protocolaires pour faire plaisir à un visiteur qui vient vous insulter chez vous. Il lui a dit « Votre ministre nous a insultés et je ne suis pas d'accord ». Et c'est comme ça qu'un leader indépendantiste doit s'exprimer. Jude Kalumbo. Monsieur Lambert Mende, vous avez parlé de l'indépendance sous sa totalité, c'est-à-dire sur le plan international. J'aimerais revenir, qui dit indépendance, sous-entend aussi bien évidemment la souveraineté nationale. Mais pourquoi aujourd'hui la RDC doit subir des pressions ça et là? Mais quel pays ne subit pas de pression, cher ami? Même les États-Unis d'Amérique subissent des pressions. Pourtant, c'est la puissance dominante dans le monde. Même la Chine subit des pressions des États-Unis. Pourtant, c'est la deuxième puissance en termes économiques. Non, je vous donne, parce que vous avez l'impression de croire que lorsqu'on est indépendant, on est à l'abri de pression. On doit subir des pressions, puisque nous sommes dans un monde que nous avons en partage avec d'autres personnes. Nous avons des intérêts à nous, les autres ont des intérêts à eux. Il est normal que eux nous fassent subir des pressions et que nous leur fassions subir également des pressions conformes à nos intérêts, pendant qu'eux essaient de nous faire subir des pressions conformes à leurs intérêts. L'essentiel, c'est que nous ayons des dirigeants capables de résister à ces pressions-là. C'est ce que Patrice Lumumba a fait, c'est pourquoi je suis son disciple, et c'est ce que je vois
Félix-Antoine Tshisekedi essayait de faire. C'est pourquoi je souhaite l'encourager. Processus électoral encore en République démocratique du Congo, M. Israël Mutombo l'a dit tantôt. Vous pensez qu'aujourd'hui, les Congolais iront aux urnes? Parce que nous sommes dans un cycle électoral qu'il faut respecter. Mais il faut respecter ce cycle. Il y a des préalables que l'autre camp est en train de demander. Nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais à côté, qu'est-ce qu'on peut se donner comme leçon pour aller dans un processus électoral apaisé 63 ans après? Vous parlez de préalables. Ils ont été listés dans un texte qu'on appelle la loi électorale. Ces préalables existent. Est-ce que ces préalables qui sont repris dans la loi électorale sont accomplis? Vous me direz s'il y a un seul de ces préalables qui ne soit pas accompli. D'abord, le plus grand des préalables, c'est l'enregistrement des électeurs. Mais quand l'opposition qui vient d'être terminé, excusez-moi, qui vient d'être terminé. 45 millions sur 49 millions attendus. Et la CENI vous explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu faire les 100% des 49 millions à cause de l'agression que nous subissons à l'Est. Et de toute façon, 45 millions sur 49 millions, proportionnellement, en termes de pourcentage, nous sommes dans les 90%. Il y a des pays qui ne vont pas jusqu'à 50%. Je pense qu'il faut s'en féliciter. Donc ce préalable-là est accompli. Le deuxième préalable, c'est la paix, c'est la sécurité, mais pas une paix des cimetières. Bien sûr que les gens bougent, ici et là. Bien sûr que nous sommes agressés sur 2 provinces, hein, l'Ituri, le Nord Kivu, mais cela ne va pas nous empêcher de considérer que l'essentiel de la République démocratique du Congo, la plus grande partie du pays, vit aujourd'hui en paix et que ce préalable-là est accompli. Maintenant, il y a d'autres préalables qui ont plus à voir avec les conditions de certains individus qui sont candidats à telle ou telle autre fonction dans la hiérarchie des pouvoirs et qui s'estimant ne pas être capables peut-être de gagner in fine à l'élection, c'est un droit légitime pour eux, mais ils ne peuvent pas arrêter le cheminement de la majorité des Congolais à cause de leurs intérêts, à cause des préalables qui sont plutôt subjectifs. Je suis plus intéressé par les préalables objectifs qui sont dans la loi électorale, pas pour des opinions individuelles ou subjectives. Il y en a 50 millions, parce que nous sommes 50 millions d'adultes au Congo. Je ne pense pas que si on prend les préalables de chacun, on puisse faire quelque chose. Il y en a qui vous diront qu'ils vont, ce jour-là, aller cultiver leur champ et qu'il ne faut pas faire l'élection ce jour-là, il faut en tenir compte. Non, je pense que la loi a déjà déterminé une date. Nous devons aller à cette date-là aux élections. Israël Mutombo. Alors, M. Lambert Mende, je reviens avec le 30 juin 1960, 63 ans après, nous célébrons aujourd'hui cette merveilleuse fête d'indépendance pour la République démocratique du Congo. Vous êtes aussi l'un de rares gardiens historiques de ces pays parce qu'en 1960, vous avez une idée, vous pouvez aujourd'hui en parler. Quels sont les vrais pères de l'indépendance aujourd'hui que nos enfants, l'histoire doit retenir? Ça, c'est la première phase. Mais la deuxième, M. Lambert Mende, vous êtes en train d'assister avec des attaques qui tirent à balles réelles de part et d'autre entre l'Église catholique et le gouvernement congolais. Récemment, le chef de l'État Mbujimayi, qui était invité pour assister à une messe du jubilé 25 ans d'un cardinal catholique à Mbujimayi, a eu quand même l'honneur d'adresser quelques mots qui a fait buzz dans les réseaux sociaux, même dans l'opinion aujourd'hui. Au-delà de ça, je vais vous lire un message de Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi, à Jeune Afrique. Il a dit quoi? Félix Tshisekedi a intérêt de se libérer d'une part des lobbies, des pasteurs et des charlatans assoiffés d'argent, et d'autre part des courtisans de son ethnie, ainsi que des fanatiques de l'UDPS. Quel était le rôle de l'Église catholique pour l'indépendance du pays depuis 1960? À votre première question relative au père de l'indépendance, vous avez eu la bonne idée d'afficher dans les murs de ce magnifique studio 3 des photos de certains d'entre eux.
Il y en a avec lesquels je n'ai pas d'atome particulièrement crochu, mais du point de vue historique, ils ont participé à cette quête pour notre émancipation. Je vois le président Joseph Kasavubu, je vois l'ancien Premier ministre Moïse Tshombe, et je vois surtout mon maître, Patrice Emery Lumumba, qui n'avaient pas tous le même idéal politique, mais qui, lorsque le moment était venu de solliciter des Belges, de lever le pied sur la République démocratique du Congo, s'étaient unis pour obtenir cette indépendance. Et à côté d'eux, il y en a beaucoup d'autres dont l'immortel Jeff Calais parle dans sa belle chanson Indépendance Tcha-Tcha. Il les cite nommément, donc tous ces gens sont les pères de l'indépendance. Ça, c'est au niveau historique. Aujourd'hui, en ce qui concerne les relations, pour revenir à votre deuxième question, les relations entre certaines confessions religieuses et le pouvoir qui est en place 63 ans après, je voudrais d'abord saluer l'appel à l'amour que le président Tshisekedi a lancé à Mbuji-Mayi. Certains l'ont pris comme une attaque contre l'Église catholique. Cela n'a pas été une attaque. Comment aurait-il attaqué l'Église catholique alors qu'il se rendait à Mbuji-Mayi à une fête catholique? C'est Monseigneur Kassanda qui l'a invité pour son jubilé. Et je ne vois pas comment est-ce qu'il pouvait s'en prendre à une église tout en quittant le siège des institutions pour aller honorer une manifestation comme celle-là. Je crois que ce que le président a fait, c'était lancer en sa qualité de garant de l'unité nationale une mise en garde contre une sorte de déviation. Il a parlé de déviation, de déviation. Dérive. De dérive, voilà le mot qu'il a utilisé. De dérive dangereuse de certains prélats. Certains prélats qui s'amusent à opposer les Congolais les uns aux autres. Moi, je suis catholique. Je suis dans l'union sacrée de Félix Tshisekedi. Mais en face de Tshisekedi, il y a une opposition. Dans l'opposition, il y a des catholiques. Alors, pourquoi est-ce que l'Église catholique devrait m'opposer à mes frères qui sont dans l'opposition, alors que l'Église catholique n'a pas la vocation de pouvoir discuter de ce dont nous discutons ici? Leur vocation, c'est d'unir toutes les brebis du Seigneur et de les amener dans la voie de l'évangélisation. S'ils veulent faire de la politique, c'est soit la majorité qui est au pouvoir, soit l'opposition qui font de la politique. L'Église est alignée parmi les principaux membres de la société civile. Ils n'ont pas à faire de la politique. Et lorsqu'il les appelle à demeurer au milieu du village, le président ne les menace pas. Il leur demande simplement de garder la place qui leur revient de par les lois qui régissent l'Église. Et avant le président Tshisekedi, vous avez eu à suivre le sermon de Monseigneur Ettore Balestrero, qui est l'ancien nonce apostolique, qui a donné un message du pape à ces prélats pour leur dire de ne pas se mêler de la politique politicienne. Ce n'est pas le rôle des évêques. Il leur a dit, si vous faites la politique politicienne, il n'y aura plus personne pour appeler les Congolais à suivre la voie de l'Évangile et notre rôle, personne ne pourra le remplir. Donc le président Tshisekedi n'a fait que répéter ce message de sagesse du nonce apostolique, c'est-à-dire le message du pape, parce que le nonce n'est que l'ambassadeur du pape. Et j'en viens maintenant à cette étonnante, surprenante déclaration de Monseigneur Fulgence Muteba, l'archevêque de Lubumbashi, que je respecte beaucoup. Et puis, il faudra terminer avec la question que je posais en dernier. Est-ce que l'Église a-t-elle eu un rôle important lors de l'indépendance du pays jusqu'à ce jour? J'en viendrai. Il n'y a pas de souci. Monseigneur l'archevêque de Lubumbashi se permet de cracher sur d'autres confessions religieuses en les qualifiant de charlatans, sans aller jusqu'au fond de cela. Moi, étymologiquement, je sais que le charlatan, c'est celui qui exploite la crédulité des autres pour se mettre en valeur.
Et ici, on a l'impression que c'est plutôt Monseigneur Muteba qui essaie d'exploiter la crédulité des Congolais en leur faisant croire qu'il n'y a de foi religieuse valable que celle à laquelle lui croit. Cela s'appelle en psychologie du manichéisme idéologique. Les autres, c'est le diable. Moi, je suis le saint. C'est une maladie. Et donc, le charlatan, c'est celui qui veut exploiter la crédulité du peuple congolais parce qu'il est archevêque, il peut se permettre d'insulter d'autres religions, alors que archevêque, il est théologien, il est philosophe, et je sais qu'à la faculté de l'université catholique de Kinshasa, ici, il y a même un cours de nouvelles religions. C'est-à-dire qu'il y a un respect et que l'Église catholique a beaucoup tiré, même le renouveau charismatique de notre Église catholique a beaucoup tiré de ces autres églises sur lesquelles Monseigneur Muteba crache aujourd'hui avec autant de facilité. Je suis déçu comme catholique. Ce n'est pas correct. C'est lui qui est le charlatan parce qu'il veut s'asseoir, il veut exploiter la crédulité publique parce qu'il est un évêque. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons encourager chez ces princes de l'Église. Le rôle que l'Église catholique a joué depuis l'indépendance. J'étais enfant. Hein, je ne peux pas dire que j'étais adulte à l'époque, mais mon père, il est mort aujourd'hui, paix à son âme, m'a raconté que lorsque Patrice Lumumba prêchait l'indépendance, parmi ceux qui l'ont combattu, mais il y avait des zélotes comme Monseigneur Muteba, des gens comme ça qui venaient habillés de leur soutane pour dire qu'il ne faut pas suivre le message émancipateur de Patrice Lumumba parce que c'est un communiste, ce que Lumumba n'était pas. Et que le communiste, c'est-à-dire, votre vélo n'est plus votre vélo, n'importe qui peut le prendre. Votre femme n'est plus votre femme, n'importe qui peut aller avec elle. Votre maison n'est pas votre maison. Or, tout le monde sait que ce n'est pas ça le communisme. Donc, ils ont inventé comme ça des significations qui voulaient simplement abuser de la crédulité des Congolais qui n'avaient pas la formation universitaire ou idéologique que eux avaient. Et on se rend compte qu'on a l'impression que les mêmes tares que nous pouvons reprocher à l'Église catholique de l'époque de la libération de ce pays continuent à caractériser ce groupe de prélats contre lesquels le président Tshisekedi a fait sa mise en garde à Mbujimayi. Sur base de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, est-ce que l'Église catholique doit toujours avoir la même mise dans la politique? Je ne vois pas ce qui pourrait justifier une telle mainmise. Parce que la Constitution proclame la laïcité de l'État. Ni l'Église catholique, ni les églises de réveil, ni l'Église protestante, aucune de ces églises ne peut se prévaloir d'une mainmise quelconque. Parce que pour avoir une mainmise sur le fonctionnement de l'État dans un pays démocratique, il faut recevoir un mandat. Et qui donne ce mandat? C'est le peuple, par la voie des élections. Alors, est-ce que ces évêques sont élus par le peuple congolais? Ils sont nommés par un décret du pape. Le pape se lève un matin, il dit ce séminariste est excellent, je le nomme évêque, et voilà tout. Alors à partir de là, vous vous prévalez maintenant d'avoir une mainmise sur nous qui sommes les élus du peuple, sur Tshisekedi qui est un élu du peuple. Non, monsieur, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Alors, monsieur Lambert, est-ce qu'aujourd'hui, l'Église catholique, pour parler de cette Église, a joué un rôle dans le cheminement électoral en République démocratique du Congo? Un rôle positif? L'Église catholique doit jouer un rôle comme composante de la société civile. Il y a certainement des membres de l'Église catholique qui jouent un rôle positif. Mais il y a un groupe au sein de cette Église qui est en train de corrompre cette disposition-là. Et le pape les avait déjà mis en garde lorsqu'il est passé ici. Et son nonce apostolique a répété la même leçon. Il est regrettable qu'il refuse obstinément d'écouter ces conseils avisés de la hiérarchie de l'Église catholique. Et un de vos confrères a, dans un récent article que j'ai lu dans les réseaux sociaux, qualifié les propos de ce carteron de prélat de propos financièrement motivés. Ah, mais ça, voilà ce que je peux dire. Ça, c'est trop fort. La corruption.
que ce soit fort ou pas, je m'en fous. Je suis catholique, j'ai le droit de juger les pères de mon église. J'assume mes propos. Alors, Gilles Kalombo. Monsieur Lambert Mende, revenons sur les faits. Contextualisons les discours ou l'allocution du président Tshisekedi en Bujimaï. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent aujourd'hui que l'Église catholique a abandonné sa mission pour s'ingérer dans la politique congolaise? Ce n'est pas l'Église catholique. Le président n'a pas dit que l'Église catholique a abandonné sa mission. Il a salué d'abord le président de la conférence épiscopale qui était présent, Monseigneur Utembi. Il a salué son hôte, Monseigneur Kassanda. Il a dit qu'il était heureux que ces gens-là soient présents là-bas et qu'il était fier de leurs actions au sein de l'Église catholique. Et il en a profité pour lancer cette mise en garde contre certains membres du clergé catholique. Donc, il ne faut pas faire dire au président ce qu'il n'a pas dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il a parlé d'une partie de l'Église catholique qui essaye de diffuser une idée selon laquelle la laïcité de l'État n'a plus de sens, que l'Église n'a plus à nous parler de l'évangélisation, que l'Église doit se préoccuper de politique politicienne qui est une matière qui peut facilement amener à la désunion des enfants d'un pays. C'est pourquoi nous avons toujours contextualisé la campagne électorale en un seul mois. Vous savez pourquoi est-ce qu'au niveau du Parlement, nous ne donnons jamais beaucoup de temps à la campagne électorale? Parce que c'est une période extrêmement difficile où les gens oublient qu'ils appartiennent à une même, à un même père, une même mère qui est la nation, et qu'ils se tiraillent parce qu'ils veulent avoir le mandat du peuple. Alors on dit un seul mois et ça suffit. Mais eux, ils veulent nous faire vivre dans une campagne électorale qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Tout le temps, on est en campagne électorale. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier, tikela Imo Congo Hôpital ya PDG expert docteur en immobilier, Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo Hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo Hôpital, lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo Hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour na ba solution. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo Hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino pesa ya koteka. Alors qu'ils ne sont pas des agents en matière politique. Je reviens sur la mère. Oui. Vous êtes de ceux qui pensent que l'Église catholique a abandonné sa mission pour s'ingérer dans la politique. Cette partie-là de l'Église catholique, oui, et je parle en ma qualité de catholique croyant. Mais vous scindez l'Église catholique en combien de parties? Vous parlez de cette partie-là de l'Église catholique. De quelques individus. Mais c'est quelques individus au sein de l'Église, comme le président l'a dit. Mais ça entache toute une communauté. Monsieur Israël Mutombo. Non, puisque ça m'entacherait moi-même aussi. Mais je ne suis pas de ceux-là. En tant que catholique aussi. En tout cas, vous avez la question. Merci, monsieur Guy Bochard. Monsieur Lambert Mende, parlons processus électoral. Ouais. Vous avez suivi, d'ailleurs, c'est aujourd'hui le 30 juin que quelques personnalités d'opposition, je pense qu'au moment où nous parlons, doivent être ensemble avec le président de la CENI, M. Kadima, pour une séance de travail liée justement à ce processus électoral. Mais comment vous avez analysé ou accueilli la nouvelle par rapport à la position prise de Martin Fayoulou par rapport au processus électoral? Martin est libre de prendre une position. S'il estime qu'il n'est pas prêt à aller aux élections, il peut, vous savez, il n'y a personne qui oblige quelqu'un à être candidat, à candidater ou à ne pas candidater. Lorsqu'il est devenu candidat en 2018, je ne crois pas que ni vous ni moi, quelqu'un est allé le forcer à être candidat. Et s'il veut se retirer de la course, nous n'avons pas à le juger. Je ne pense pas qu'il faille vraiment
mener le débat jusqu'à ce point-là, puisque l'exercice de la liberté m'est cher. Libre il a été de devenir candidat en 2018. Libre il est de dire qu'il n'est plus candidat en 2023 parce qu'il n'est pas prêt. Bon, peut-être on peut discuter sur les raisons qu'il a posé le préalable. Les raisons sur lesquelles il essaie d'insister, je peux ne pas y croire et je n'y crois pas. Je crois simplement qu'il n'est pas prêt à candidater parce qu'il y a quand même des préalables qui sont pas seulement politiques, mais qui sont aussi logistiques, qui sont aussi financiers. Peut-être que ces préalables-là, il ne les a plus. Alors, il peut faire croire n'importe quoi à d'autres personnes, mais ce n'est pas un vieux singe comme moi qu'il va apprendre à faire des grimaces. Il n'est pas prêt, il renonce, je le respecte, mais c'est sa liberté. Qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Nous n'avons pas à le juger pour cela. À 6 mois de l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, l'opposition pense que Félix Tshisekedi, président de la République aujourd'hui, responsable de l'Union sacrée, est en train de réunir tout ce qu'il faut comme ingrédient pour instaurer sa dictature. Et les preuves sont là, les cas sont légion. On peut évoquer même les arrestations arbitraires des différents politiques de l'opposition. On citerait Mike Mukebai, Salomo Kalonda, on citerait également Franck Diong aujourd'hui. Parce qu'ils ont même été empêchés d'être en contact avec leurs avocats, ce qui violerait même la procédure judiciaire. Quelle est votre lecture par rapport à cette accusation? Lorsqu'on arrête un citoyen, c'est un problème judiciaire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'arrestation d'un citoyen devient un problème électoral. C'est un problème judiciaire. Je n'ai pas l'impression que ces arrestations soient liées à la campagne électorale. Aucun des candidats annoncés à l'élection présidentielle n'a été arrêté à ma connaissance. Et même lorsqu'on arrête notre compatriote Kalonda, dont vous parlez à l'aéroport, il était en compagnie d'un des candidats annoncés à l'élection présidentielle. Pourtant, ce candidat-là, M. Katumbi, personne ne l'a arrêté parce qu'il n'était pas en condition d'être arrêté. Il n'avait commis aucune infraction. Il a embarqué dans son avion et il a continué son voyage et on a arrêté M. Kalonda, qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle, à ma connaissance. Si M. Kalonda a été trouvé en position infractionnelle, mais il n'y a que ses avocats et le parquet et le juge qui peuvent trouver des réponses à ces questions. Nous ne pouvons pas, dans les réseaux sociaux, dans les médias, devenir juge, parquet, avocat et commencer à élaborer des jugements sur les conditions d'arrestation ou de ceci ou cela. Laissons chacun faire son travail et les vaches seront bien gardées. Vous êtes porteur d'une arme dans une zone où il est interdit de porter une arme et on vous interpelle. Est-ce que c'est un problème politique ou un problème judiciaire ou sécuritaire? C'est un problème sécuritaire. Je ne pense pas qu'il faille politiser tout parce qu'on fait la politique, donc on peut violer la loi et la justice n'a pas à s'occuper de vous. Mais dans tous les pays du monde, aujourd'hui, M. Trump aux États-Unis, qui est un candidat très sérieux à la magistrature suprême, passe devant la justice parce qu'il a posé des actes pénalement répréhensibles. Alors pourquoi est-ce que les hommes politiques congolais ne seraient pas justiciables devant les cours et tribunaux lorsqu'ils posent des actes qui sont répréhensibles? Ça c'est très bien. Peut-être pour terminer, M. Bouchard, la dernière question. M. Lambert Mende, parce que vous parlez d'une arme, je fais allusion directement. C'est ce que j'ai appris dans la déclaration du parquet. Exactement. C'est-à-dire, je fais allusion à la fameuse arme du garde du corps de Matata Mponyo, l'arme Jéricho. Donc, je vais parler de Matata. Oui. Alors, parce que vous avez donné un exemple tout à l'heure de M. Donald Trump devant la justice. Comment sentez-vous aujourd'hui? Vous avez été dans le régime passé. Aujourd'hui, vous avez jugé bon de continuer à servir le pays aux côtés de Félix Tshisekedi. Tant mieux. Mais vous vivez dans un pays où le Premier ministre n'a pas une juridiction propre à lui pour être jugé. Comment sentez-vous? Parce que Matata Mponyo, depuis que son dossier a été déféré devant la justice, des rebondissements. Il n'y a que des rebondissements, il y a des exceptions et on ne sait pas juger un Premier ministre. Comment sentez-vous? Non, je ne pense pas qu'on ne sait pas comment juger un Premier ministre. Vous parlez à un législateur. Que dit la loi exactement?
les privilèges de juridiction en ce qui concerne le Premier ministre et le Président de la République. La loi dit textuellement ceci. Ils sont jugés par la Cour constitutionnelle pour des infractions qui sont commises lorsqu'ils exercent ces fonctions, soit de président de la République, soit de Premier ministre. Mais ils sont jugés par la Cour constitutionnelle pour des infractions commises à l'occasion de l'exercice des fonctions de président de la République ou de Premier ministre. Alors, si c'est vrai que M. Matata Mponyo n'est plus Premier ministre aujourd'hui, l'infraction pour laquelle on le poursuit est présumée, parce qu'on ne peut pas dire qu'il l'a commise, parce que je ne suis pas un juge, je ne suis pas le parquet, je ne suis pas le juge. Le parquet présume qu'il a commis cette infraction à l'occasion de l'exercice des fonctions du Premier ministre. Donc la Cour constitutionnelle reste compétente. J'ai suivi l'avis juridique qu'a donné le doyen de la faculté de droit, un excellent professeur qui s'appelle Jean-Louis Essambo, qui a dit, c'est pas seulement pendant qu'on est Premier ministre ou Président de la République, mais c'est également lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions de Premier ministre ou de Président de la République. C'est ça la ratio legis. Il faut le comprendre ainsi. Parce que s'il y a des infractions pour lesquelles aucune juridiction n'est compétente, alors nous sommes dans une jungle. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Après tout, Trump a commis une infraction quand il était encore président, mais on le poursuit aujourd'hui. L'infraction a été commise au moment où il était encore président, mais aujourd'hui on le poursuit. Parce qu'on ne peut pas laisser une infraction impunie. Sinon, c'est la jungle. Très bien. Voilà. Monsieur Lambert Mende, 63 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous allons chuter avec vous parce qu'il y a d'autres invités qui sont prévus après vous. Judith Kalombo, vous avez quelques questions? On va chuter. Une dernière question, on va vous accorder. Allez-y, nous allons... Monsieur Lambert Mende, qui dit processus électoral, dit aussi, ou sous-entend aussi l'implication de toutes les parties prenantes. Comment aujourd'hui vous envisagez un processus électoral sans opposition, avec le départ sous-entendu de Martin Fayoulou, aujourd'hui avec Corneille Nangaa aussi, qui annonce la non-participation bien sûr au processus électoral? Je ne sais pas comment vous définissez l'opposition. Vous devriez parler des oppositions. Vous avez cité deux honorables compatriotes de l'opposition, M. Nangaa et M. Martin Fayoulou, mais vous ne dites pas qu'au moment où nous parlons, il y en a trois autres qui sont en train de parler avec la CENI, qui sont aussi de l'opposition. Donc l'opposition elle-même... Oui, c'est Sanga et les autres. Ils sont divisés. Ils sont divisés. Alors de quoi est-ce que nous parlons? Est-ce que nous devons suivre le point de vue de chaque individu? Mais faut à ce moment-là, ma tante qui veut aller au champ le jour de l'élection, elle doit venir négocier aussi avec la CENI. Est-ce qu'il représente une opinion? C'est la majorité. Mais déjà dans l'opposition, ceux qui ne veulent pas aller aux élections sont minoritaires. Il y a 2 qui disent nous n'irons pas. Il y a 3 qui disent nous irons. Alors 3 par rapport à 2. Mais faites le calcul vous-même. Déjà dans l'opposition elle-même. Alors dans le pays globalement, ils ont appelé les gens à ne pas aller s'enrôler. Sur 49 millions de personnes attendues pour l'enrôlement, 45 millions sont allés se faire enrôler. Où est la majorité? Qu'est-ce que vous allez demander à la CENI de faire? Ignorer la majorité pour s'en tenir simplement au fait que 3 millions n'ont pas pu ou 4 millions n'ont pas pu se faire enrôler. La démocratie, c'est la règle de la majorité. Écartons maintenant l'idée des individus. Comment vous envisagez un processus électoral sans l'opposition? Mais l'opposition est dans le processus. Vous n'allez pas me dire que tous les 45 millions qui se sont enrôlés et qui s'apprêtent à aller voter, il n'y a pas des gens qui sont favorables à l'opposition. Et même au sein du parti de Martin Fayoulou, il y a un député, M. Ados Nombassi, qui vient de quitter M. Fayoulou. Alors, vous faites quoi de l'avis de M. Nombassi? Mais il faut pas individualiser ces choses. Dans l'hypothèse où les 3 autres qui prennent langue avec la CENI, leurs discussions n'aboutissaient pas. Je ne peux pas parler d'hypothèse. Je parle de ce que je vois. J'ai entendu certains opposants dire qu'ils n'iront pas, et j'ai entendu d'autres opposants plus nombreux dire qu'ils iront. Ça, c'est la réalité. Les hypothèses ne m'intéressent pas.
parce que je ne suis pas diseur de bonne aventure. Alors, M. Israël, nous allons prendre votre dernière question avant de chuter avec Lambert. Merci. Vraiment plaisir, envie de continuer, mais nous sommes coincés par le temps. Monsieur Lambert Mende, dernière question. Quelle serait votre réaction par rapport aux allégations faites par l'honorable sénatrice Francine Muyumba, qui dit pas élection en 2023, nous demandons au président de la République, Félix Tshisekedi, à la fin ou à l'expiration de son mandat, de déposer sa démission pour donner la chance au pays d'avoir des élections démocratiques parce qu'il doit assumer ses erreurs. Sinon, s'il avait écouté les FCC, on n'allait pas arriver là où nous en sommes aujourd'hui. La sénatrice Muyumba. C'est un point de vue, vous savez, nous sommes en démocratie, c'est une sénatrice, c'est une élue, elle a le droit d'émettre un point de vue, mais est-ce que c'est le point de vue qui est partagé par la majorité, même au sein du Sénat? Je ne le pense pas. Donc, une fois de plus, je vous invite à faire plus cas du point de vue de la majorité. Parce que nous sommes une république démocratique. Et qui dit démocratie fait allusion à la majorité, sans nécessairement empêcher ceux qui ne sont pas dans la majorité d'émettre leur point de vue. Ils ont le droit d'émettre leur point de vue, de le mettre sur la table et de poser la question à l'institution, puisque les assemblées législatives se prononcent par un vote. Aujourd'hui, si ce point de vue est amené au devant du Sénat, je ne pense pas que ce point de vue l'emporterait. Ce serait un point de vue d'une partie du Sénat et une partie minoritaire. Et donc, je m'intéresse plus à la position majoritaire qui est que nous devons aller aux élections à bonne date. Kadim a dit, il souhaite à ce qu'il y ait élection. D'ailleurs, il est en train de travailler avec son équipe pour mettre tout ce qu'il faut afin que nous ayons des élections en 2023. Mais il n'a pas exclu l'hypothèse d'un report parce que c'est fort probable. S'il s'avère qu'il y a des petits soucis, il y aura toujours un report peut-être léger d'1 mois, de 2 mois. Il ne s'est pas encore prononcé dans ce sens, mais il continue à travailler pour avoir des élections. Mettons-nous au cas où il n'y a pas élection en 2023. Je voudrais revenir avec ces précédents constitutionnels de l'interprétation de l'article 70. Nous allons nous référer à ce précédent où la Cour constitutionnelle devra encore interpréter pour une fois l'article 70, cette disposition constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, vous l'appelez Cour constitutionnelle, elle est là pour nous aider à découvrir la ratio legis de ce texte, cette loi des lois, qu'est la Constitution. Devant une telle difficulté, le seul recours, c'est la Cour constitutionnelle. Dès que cette difficulté arrive, soit le président de la République, soit une des 2 chambres législatives posera la question à la Cour constitutionnelle pour demander quelle est la solution idoine. Souvenez-vous que à l'époque du président Joseph Kabila, on avait posé 2 fois la question à la Cour constitutionnelle sur la possibilité de mettre en pratique la décentralisation. Et la Cour avait dit à un moment donné, vous pouvez créer des structures sui generis pour gérer les 26 provinces, puisqu'elles sont déjà reconnues par la Constitution. Et le président Kabila a recouru à la nomination des commissaires spéciaux. Et à un moment donné, la même Cour est revenue en disant, vous ne pouvez pas aller aux élections avec des commissaires spéciaux, il faut légaliser cela en revenant au texte de la Constitution, il faut que ce soit des gouverneurs, donc vous devez, avec la CENI, organiser des élections, et on a organisé des élections de gouverneurs de province. Donc la Cour est là comme quelque chose qui veille au grain en ce qui concerne la Constitution. Il n'appartient pas à nous, législateurs, nous, hommes politiques, vous, journalistes, les prêtres, les prélats, de se substituer à la Cour constitutionnelle. C'est elle qui a reçu mandat d'interpréter la volonté du législateur, la volonté du constituant. C'est la Cour constitutionnelle et elle seule. Alors, laissons le temps à la Cour constitutionnelle, lorsque cette difficulté advient, qu'elle puisse se prononcer. Quant à ce, Monsieur Lambert Mende, on va prendre congé de vous, mais j'aimerais quand même vous donner une minute pour parler un peu
de l'actualité relative à comment dirais-je, au jet de la francophonie qui va se tenir dans quelques semaines ici en République démocratique du Congo. Vous avez quel jugement de voir une telle compétition se dérouler en Afrique centrale et aussi la République démocratique du Congo avec tout ce qu'il y a comme désistement? Je voudrais souhaiter bon vent au jeu de la francophonie. Je pense que ceux qui se désistent ont tort de le faire. Ce sont des rares occasions où la jeunesse de ces pays francophones peut se retrouver pour essayer de faire valoir ce que nous avons d'essentiel dans ces nouvelles générations, l'énergie physique et ces valeurs que le sport entretient en nous, c'est-à-dire le fair play et tant d'autres valeurs philosophiques que nous pouvons entretenir chez chacun d'entre nous. Je pense que c'est une erreur de pouvoir prendre prétexte du fait qu'il y a un problème en Ituri, il y a un problème au niveau de la province du Nord Kivu qui est à 2000 km de Kinshasa pour se désister. Je pense qu'ils ont tort et qu'ils ratent une belle occasion de valoriser ces jeunes qui ne demandent qu'à s'épanouir. C'est un épanouissement que nous offrons aux nouvelles générations et que c'est un tort de pouvoir les en empêcher. Alors, vous avez suivi avec beaucoup d'attention dans ces plateaux spéciaux Lipanda, 63 ans de l'anniversaire de la République démocratique du Congo, de son accession à la souveraineté internationale et nationale. Monsieur Lambert Mende, nous vous remercions très sincèrement d'avoir participé à ce plateau spécial. Le plateau spécial Lipanda continue sur Bossolo Télévision.